m'en suivre. Voilà, donc Bertrand, si vous en êtes d'accord, on va pouvoir démarrer. Bonsoir Étienne, c'est le premier qui a mis sa caméra, super. Bonsoir. Antoine, ah bah voilà, ça a été dommage qu'on ne vous voit pas. Super. Marin, bonjour Marin, bonsoir plutôt. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Ah, ça fait plaisir de vous revoir Viviane, ça faisait un moment. Super. Ok, génial. Donc, Massiré, bonsoir. Je dis bonsoir aux caméras ouvertes, hein, bien sûr, tous les autres. Voilà. Ah, Joséphine, vous êtes deux copines, c'est bien. Super. Bien, ben, sans plus tarder, là, si Bertrand est OK, on va démarrer ce premier webinaire, ce premier atelier hein, que vous inaugurez, Bertrand. Hein Bah oui, apparemment, oui. Ouais, c'est voilà, c'est exactement ça. C'est une maquette qu'on fait avec vous. Alors, l'idée de ces ateliers, c'est de cheminer sur ce chemin de la transition, des transitions hein, qui sont devant nous. Cet exercice se fait dans le cadre d'un partenariat entre l'Université de Lorraine et le Sillon Lorrain, dans le cadre d'une chaire, Innovation et Territoire. Et l'idée, c'est de créer un espace collaboratif entre les territoires, en termes de collectivité, entre les territoires et leurs acteurs ou entre acteurs de territoire. Voilà, c'est une démarche qui se conduit à plusieurs échelles. Et là, ce soir, on va démarrer sur cet premier atelier interactif, Bertrand, avec Bertrand Nicolas, qui est le DG de la Comcom de l'Ouest Vosgien, et interactif avec ceux qui ont déjà pu nous rejoindre en live, même si l'idée, c'est que ces ateliers, on puisse les retrouver en replay. Mais l'intérêt, c'est vraiment qu'on puisse mener cet échange le plus interactivement possible. Alors pour ça, je vais demander à Corentin de nous expliquer comment, avant que Bertrand ne se présente et constitue la Comcom, Corentin, voilà, comment on va pouvoir interagir? Alors, oui, belle transition, Claudine. Donc, comme vous l'avez dit, ça va être un webinaire qui sera avant tout un atelier. C'est-à-dire que tous les participants de ce webinaire seront des parties prenantes de cet atelier. Vous allez donc participer grâce à cette application WooClap. Donc, vous avez normalement à l'écran un flashcode qui s'est affiché. Soit vous pouvez le scanner et vous arrivez directement sur la page, ou alors connectez-vous grâce au lien wooclap.com/ccov. Je vais le faire en même temps que vous. Voilà, je viens de le faire, moi. C'est ça. Normalement, si tout se passe bien, vous arrivez directement sur la page WooClap. D'accord. Et pour voir si ça fonctionne, on va lancer une petite question, test. Voilà, normalement sur votre écran, on vous demande « Vous êtes-vous déjà rendu sur le territoire de l'Ouest Vosgien ?» Donc là, vous pouvez répondre. Bonne question. Belle question, effectivement. On va sonder un peu l'audience. Voilà. J'ai répondu. J'espère que les uns les autres ont pu réussir ce test, ce premier test. Ok. Bon, ouais, que les réponses arrivent. Oh, bon, on a beaucoup de gens qui se sont déjà rendus sur le territoire, c'est déjà bien. Wow. C'est gagné d'avance, là. Ouais. Ah, ça redescend un peu, là. Ça redescend un petit peu. Il n'y a que des réponses. Hein. Tout le monde n'a pas répondu. Hein. Ah oui. Mais bon, c'est une tendance quand même intéressante. Hein. Je n'aurais pas parié dessus. Ah, OK. oui, Hein? oui, OK. c'est bien. Oui. Ah. Je ne sais pas si tout le monde a pu répondre, mais juste n'oubliez pas que vous pouvez valider. Il faut valider la réponse une fois qu'elle a été sélectionnée. Voilà, merci Corentin. On va laisser ça justement le temps que Bertrand Nicolas se présente. En tout cas, moi, ce que j'aimerais, Bertrand, c'est que vous puissiez nous dire quel est le chemin qui vous a conduit à la direction générale de la Comcom. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au territoire? Et comment vous êtes arrivé à cette direction de la Comcom d'Ouest Vosgien?
Alors, moi, je suis un local, hein. Je suis né sur le territoire, effectivement, dans une famille où l'intérêt de la chose publique était déjà présent, puisque mon père a été le maire de mon village, enfin de mon village natal pendant des années. Bon, après, j'ai suivi une scolarité assez classique. J'ai fait un bac ES, à l'époque, on disait comme ça. Ensuite, j'ai fait Sciences Éco à Metz, puis à Nancy, et j'ai fini par un master en économie du développement local à Paris 1. Donc, c'est un master qui existe encore, je crois. C'est lors de mon stage de fin de master que j'ai fait sur le territoire, que j'ai vu qu'il y avait un poste qui était vacant, enfin qui était à pourvoir sur la Comcom du Pays de Neufchâteau à l'époque. Et j'ai postulé et je suis directement devenu directeur adjoint, parce qu'à l'époque, la structure était toute petite. Donc, on était vraiment au tout début de l'intercommunalité de projets sur ce territoire. Donc, voilà, et je suis devenu directeur d'un DGS en 2010. Euh, D'accord. voilà. Ok. Bon. Alors, justement, avant d'interagir avec vous sur ce territoire, on va peut-être le situer dans le cadre du sillon lorrain, puisque ouais, l'Ouest vosgien, voilà, vous le situez sur la carte, comme le nom l'indique, à l'ouest du département des Vosges. Vous voyez les 4 territoires, Thionville, Metz Métropole, Métropole du Grand Nancy, communauté d'agglo d'Épinal, qui sont les 4 territoires fondateurs. Et puis, voilà, un petit mot sur le sillon lorrain. Qu'est-ce que ça représente pour vous, comme de l'Ouest vosgien? Alors, nous, on est adhérents depuis, je crois, le début, hein. C'est André Rossino qui avait lancé l'ouverture du sillon au territoire voisin. Bon, ça correspondait clairement à la création en 2017 de la région Grand Est. Donc, le sillon avait besoin on va dire, de se renforcer sur ses flancs pour être plus pesant dans cette grande région. Donc nous, ça nous intéressait de voir un dialogue avec les métropoles régionales, essentiellement avec Nancy, hein, qui est notre force d'attraction. Elle est vers Nancy, beaucoup plus que vers Épinal. Et puis voilà, on avait également des dossiers assez chauds, entre guillemets, sur la desserte ferroviaire ou avec Nancy, puisque la ligne Nancy-Dijon, elle passe par Neufchâteau, où on avait des points d'accroche et de convergence avec l'agglomération nancéenne. Donc voilà, ça a été les principales raisons de cette adhésion. Après, on avait également le projet des Hommes et des Arbres qui avait été lancé à ce moment-là également, qui était en cours, dans lequel on avait été sollicité et on avait répondu présent. Donc ça correspondait aussi à une thématique économique qui nous rapprochait effectivement également de Nancy. Voilà, donc c'était les principales raisons de cette adhésion. Voilà, et puis alors depuis, effectivement, on a évolué. On n'a pas forcément participé au projet dur, on va dire, que le Sillon Lorrain mène directement, hein, qui sont la médiathèque virtuelle et tout ce qui est French Tech. Maintenant, voilà, on suit l'évolution des discussions et quand on sera entre guillemets un peu plus mûr pour participer en tant que tel à des projets, ben voilà, on ira également, on ira à ce moment-là. Par contre, voilà, le Sillon Lorrain, c'est aussi clairement un lobby et on est aussi attentif à essayer de peser
sur les décisions au niveau de l'État, par exemple, ou au niveau de la région. Donc, c'est un bon outil par rapport à ça, quoi. Ok, donc effectivement, la démarche qu'on entreprend avec le sillon va peut-être permettre d'identifier des projets, des actions dans lesquelles vous allez avoir envie de vous insérer ou donner envie à d'autres de venir collaborer avec vous. Alors, avant d'avoir quelques images que vous nous avez confiées de votre territoire, peut-être Corentin et Mathilde qui co-animent avec moi cet atelier, on pourrait voir comment on demande à nos participants, à notre public, à cet atelier, tout au long de cet échange, de faire des rapports d'étonnement. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a quelque chose qui va vous étonner, de le poser pour qu'on puisse faire interagir Bertrand, Nicolas dessus. Comment procède-t-on, Corentin? C'est très simple. Vous allez avoir de même sur WooClap, lors de toute la durée de cet atelier, vous aurez sur votre téléphone, comme là vous pouvez le voir actuellement, une interface rapport d'étonnement. Là, vous pourrez vous sentir libre donc d'écrire tous vos étonnements, vos ressentis par rapport à ce qui est dit, ce que vous allez voir. On interagira avec vos questions ou vos remarques durant tout cet atelier. Donc n'hésitez pas à vraiment écrire tout ce qui vous passe par la tête à ce point-là. Je sais que les étudiants IVTT qui assistent ce soir, vous êtes déjà formés à ça, donc on aura accès à tout ce que vous dites sur cette plateforme. Alors, comment on fait ce rapport d'étonnement? Là, tout le monde est OK. Moi, sur mon téléphone, je ne l'ai pas encore, je ne le vois pas. C'est toujours sur WeClap. Si vous ne le voyez pas sur votre téléphone, peut-être rafraîchissez la page. Si le téléphone s'est okay. verrouillé entre-temps, vaut mieux rafraîchir la page. Mais normalement, okay, vous devez le voir affiché. Super. Bien. Alors, si tout le monde est clair là-dessus, je propose qu'on découvre les images, les quelques images que nous a confiées Bertrand sur le territoire. Il n'y a pas de son. Normalement, il y a du son, hein, je crois. Ça rame un peu. Ça rame un peu. Voilà.
Voilà, je vois la vie en Vosges. Tous les Vosgiens ont vibré. Alors, justement, c'est une transition là, qui m'amène à faire le lien avec ce que vous évoquiez tout à l'heure. Vous avez dit être DGA du pays de Neuchâteau. Il s'est passé des choses depuis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'historique un peu de la construction de la Comcom, de ce qui a fédéré, des transformations qu'elle a déjà conduites? Vous avez la chronologie là devant les yeux. Donc, l'intercommunalité, elle a démarré dans les années 60 avec le premier syndicat à vocation multiple qui a été créé en 64 pour porter la collecte des déchets ménagers et la piscine. Ensuite, il faudra attendre 94 avec la deuxième plus ancienne intercommunalité créée dans les Vosges, qui est la commune du pays de Châtenois. La commune du pays de Neufchâteau est-elle créée 4 ans après, en 98. Après, il y a une autre commune en 99 qui a vu le jour sur des communes plus rurales. Et puis, on en a oublié une également. Il manque une autre commune dans la chronologie. Donc voilà, en 2013, enfin avant 2013, on avait sur ce territoire 4 communautés de communes et une bonne trentaine de communes non adhérentes à l'intercommunalité, à une intercommunalité, puisque avant 2013, il n'y avait aucune obligation à l'époque de faire partie d'une intercommunalité. Alors, c'était un foutoir pas possible, puisque on avait des territoires qui étaient absolument pas cohérents. On avait des constructions d'intercommunalités qui répondaient plutôt à des logiques soit politiques, soit voilà, la ville contre les ruraux, enfin des choses assez qu'on trouvait un peu partout, partout dans le département ou même en France. Donc la loi, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, on se rappelle de la loi NOTRe en 2017, mais la précédente a imposé donc, un schéma qui était plus cohérent. Donc il y a eu d'abord en 2013 la fusion avec 42 communes, avec 3 communautés de communes. On a aussi absorbé des syndicats existants, et on a surtout transféré énormément de charges de centralité des communes vers l'intercommunalité, puisqu'on a réfléchi à ce moment-là, plutôt que de subir cette fusion, on l'a anticipé énormément en amont, plus d'un an avant la date coup près. On a réuni les 42 communes et on a travaillé sur un projet de territoire en commun dès le départ qui a permis d'aller vers des compétences beaucoup plus renforcées qu'on ne les avait au départ. Donc en fait, cette fusion a été, pour moi, qui était tout jeune de DGS, a été vraiment un super tremplin, parce qu'on on a fait vraiment décoller cet interco sur un territoire qui devenait pertinent déjà à l'époque. Ensuite, il y a eu la loi NOTRe qui a imposé à la petite commune qui était à côté de nous, c'est-à-dire du pays de Châtenois, qui n'avait plus le seuil, qui n'avait pas le seuil suffisant pour se maintenir, nous a imposé une fusion, mais qui a pas été non plus subie, qui a été travaillée en amont également avec eux, puisque avant même 2017, ils avaient déjà fait une convergence vers les compétences que l'on avait déjà dès 2015. Donc c'était vraiment une fusion qui s'est également bien passée, même si on avait paradoxalement plus de choses à travailler sur l'harmonisation de nos pratiques dans des compétences historiques que l'on avait l'un et l'autre. Donc bon, c'était un peu un travail un peu différent, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Pardon. On en a profité depuis pour retravailler notre projet de territoire dès 2019. Et maintenant, on a un projet de territoire qui est assis sur jusqu'à 2025, avec des compétences qui ont un peu évolué depuis, puisqu'on on a récupéré la mobilité l'année dernière. Et puis, on a énormément aujourd'hui de contrats divers et variés avec tous nos partenaires. Et une compétence eau assainissement qu'on va devoir reprendre en 2026. Voilà.
Alors, au-delà de cette convergence des compétences, cette harmonisation des pratiques et le projet de territoire, justement, comment vous pourriez faire ressortir à la fois les grands enjeux et les projets fédérateurs qui ont permis de donner une âme à cette Comcom? Alors, je dirais que les grands enjeux, ça a été de travailler sur notre attractivité et nos services, notre qualité de service. Donc, clairement, on a besoin de montrer qu'on peut très bien vivre sur notre territoire avec des services qui sont de très bonne qualité et qui n'ont rien à envier à ceux des grandes métropoles, même s'ils sont certainement moins nombreux. On n'a pas tout le panel, évidemment, d'offres culturelles et sportives d'une métropole. Mais néanmoins, on a une offre qui est intéressante, qui est disponible, qui est pas chère. Donc ça c'est un point positif. Et tous ceux qui viennent qui viennent d'ailleurs, des territoires plus urbains, nous le disent en fait. Hein. C'est intéressant par rapport à ça, c'est que en fait ils trouvent une qualité de vie qui est très intéressante. Donc on a travaillé sur des projets comme par exemple le cinéma qu'on a ouvert en 2018. On avait auparavant un vieux cinéma qui datait des années 20, qui était dans un vieux théâtre à l'italienne, donc avec un écran unique, donc avec une programmation qui était forcément plus restreinte, parce que quand on a un seul écran, on peut mettre qu'un seul film à l'affiche. Et là, on a fait un mini multiplex de trois salles tout neuf, qu'on a situé au cœur de la ville, enfin à côté du centre-ville en tout cas, de la rue commerçante, dans un geste urbain, un geste architectural qui répond au centre historique qui est secteur sauvegardé. Et ça, voilà, ça a été vraiment très bien accueilli par la population. Ça a été ouais, je pense fédérateur aussi pour les élus, même si ça n'a pas été simple à faire accepter par tout le monde. Du coup, voilà, ça nous a lancé après sur une multitude de projets en termes d'offres culturelles, d'offres petite enfance, crèches. On avait auparavant aussi hein, récupéré des centres culturels de Châtenois, de Neufchâteau, avec une offre de spectacle. On a aussi une grosse compétence lecture publique et école de musique. Donc voilà, on a aussi donc une grosse compétence sport. Donc c'est évidemment les activités entre guillemets qu'on propose. On essaye toujours de répondre un peu aux tendances, on essaye de coller aux besoins à chaque fois que l'on a un projet. Donc voilà, mais le projet cinéma, ça a vraiment été une réussite pour vous donner un chiffre. Hein, l'ancien cinéma faisait bon an mal an 20 000 entrées par an, et la première année du nouveau cinéma, on a fait 99 000 entrées. Donc vous voyez, le delta a été, c'est énorme quoi. Ok, super. Et est-ce que Mathilde et Corentin, on a déjà des éléments d'étonnement, des questions par rapport à la fois aux images et à cette histoire, à cette évolution que nous a retransmis Bertrand? Oui, on a quelques éléments qui sont ressortis, notamment sur la place de la biodiversité sur le territoire. Vis-à-vis de la vidéo qui est passée, on a vu beaucoup de verdure. Et donc là, dans la question, on nous demande quelle place justement pour cette biodiversité sur votre territoire. Alors, ben, on a une biodiversité qui est assez riche. Depuis 2013, on a en charge l'animation des sites Natura 2000 du territoire, qui sont, alors on a plus de 500 hectares, je crois, en zone Natura 2000. C'est des sites assez variés, plutôt de petite taille, mais avec beaucoup de morcellement.
des sites autour des chauves-souris, des espaces boisés et prairiales. Ensuite, on travaille également depuis 2013 au titre de la compétence gestion du milieu aquatique sur la qualité des cours d'eau, notamment vis-à-vis de la biodiversité aquatique. Mais pas seulement, parce que le cours d'eau, c'est aussi l'alimentation en eau potable, donc il y a aussi ça derrière. Et puis, on a déposé là tout récemment un AMI TVB, donc Trame verte et bleue, avec l'association Oiseaux Lorraine Nature, l'OANA, oui, qui porte sur 5 espèces parapluies qui sont menacées et en voie de disparition à l'échelon national. Qui sont le milan royal, la pie griège grise, le triton crété, la couleuvre verte et jaune et la cigogne noire. Voilà, donc c'est des espèces qui sont parapluies, donc ça veut dire qu'elles, si elles sont présentes, ça veut dire que d'autres espèces sont également présentes parce que leur habitat est favorable à toute la biodiversité. Donc ça, c'est un programme sur 3 ans qui va être mis en place autour de ces 5 espèces, avec des créations de mares, avec des plantations de vergers, de haies, voilà, pour diversifier et essayer de préserver ces espèces. Quoi dire encore? Je ne sais pas comment on pourrait. Alors, la caractéristique du territoire, c'est un peu dit dans la vidéo, c'est effectivement qu'il y a 50% du territoire qui est composé de forêts, 45% d'espaces agricoles, dont une grosse moitié, enfin même plus que la moitié, on va dire presque les 2 tiers sont en prairie. Et le reste, donc, c'est des cultures, et il y a 5% du territoire qui est urbanisé. Donc c'est un espace effectivement très naturel. Les forêts, c'est des forêts de feuillus, essentiellement de hêtres, d'où le lien avec l'industrie de l'ameublement qui s'est développée ici grâce au hêtre, qui est un très bon bois pour faire des meubles. Donc voilà, ces prairies, cette forêt, c'est un puits de carbone également énorme. Alors là, c'est plus la biodiversité, mais on bifurque déjà sur le climat. Et c'est une ressource voilà, inépuisable aussi pour les énergies renouvelables, notamment le bois qui est notre principale ressource d'énergie renouvelable sur le territoire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Je pense que c'est déjà bien sur cette question. Est-ce qu'il y a un autre élément qui ressort sur les étonnements, Mathilde? Oui, on a plusieurs questions. On va peut-être, je vais devoir sélectionner certaines. Sur le tourisme, Oui. la place du tourisme sur votre territoire, et notamment, on me demande qu'est devenu le théâtre à l'italienne. Voilà, je fais les liens entre les deux questions. Alors, le tourisme sur le territoire, on a 2 sites majeurs qui sont la maison natale de Jeanne d'Arc et la basilique du Bois-Chenu à Domremy. Donc c'est un site, et comme le deuxième site, c'est des sites qui sont gérés par le conseil départemental des Vosges. Donc pour mémoire, la maison a été rachetée par le conseil départemental en 1820. Donc c'est un site qui fait 20 000 entrées par an, qui est assez remarquable et qui a revu complètement sa scénographie l'année dernière. Donc je vous invite à aller voir la scénographie du centre culturel qui est juste derrière la maison natale. Ensuite, il y a la basilique qui est à peine 1 kilomètre au niveau du Bois-Chenu, qui appartient au diocèse, et sur lequel on a organisé, et j'espère que ça va pouvoir redémarrer, des spectacles son et lumière tous les étés, depuis que vous avez vu sur la vidéo également, depuis quelques années. Et c'est vraiment un spectacle qui draine beaucoup de monde et qui est très participatif, puisque c'est des bénévoles qui tiennent les rôles. Et puis le deuxième site, donc c'est Grand, une ancienne ville romaine qui possède deux magnifiques joyaux. Donc c'est l'amphithéâtre qui est l'un des plus grands du monde romain.
25 000 places, et qui est également une des plus grandes mosaïques in situ d'Europe, donc qui est également visitable. C'est également géré par le conseil départemental et ça fait à peu près aussi 20 000 entrées par an. Après, vous avez posé la question du théâtre à l'italienne. Alors, le théâtre à l'italienne, il est toujours là, évidemment. C'est un monument historique. C'est un théâtre qui, pour l'instant, est fermé parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Et donc, on est en train de voir avec les services de la DRAC, notamment, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rouvrir. C'est là, des fois, on a des contradictions entre les normes d'incendie et la préservation du patrimoine ne sont pas toujours raccords. Donc on va le rouvrir, évidemment. On va le rouvrir en tant que théâtre, ce qu'il était à l'origine. Théâtre pour la pratique amateur, pour nos compagnies amateurs, et également salle de musique pour les auditions de notre école de musique. Voilà, donc il aura cette double fonction, et je pense que ça va être vraiment super parce qu'il y a un acoustique naturel qui est formidable. Alors, je propose, Mathilde, qu'on enchaîne et puis on refera les liens bientôt sur le rapport d'étonnement que j'engage à enrichir. On voit sur ce territoire cet équilibre que vous travaillez entre culture, nature et industrie. Hein, et aujourd'hui, là, on parle beaucoup de transition. Si vous aviez, vous, dans un premier temps, à définir, alors à la fois en tant que DG, mais en tant que citoyen, en tant qu'expert, qu'est-ce que c'est que pour vous, pour un territoire, cette question des transitions? Ça interpelle quoi? Ça engage quoi? Comment vous pourriez donner un éclairage de cette notion de transition de manière générale, et puis ensuite, plus particulièrement, tel que vous le vivez au quotidien en tant que DGS ou en tant que citoyen? Alors, les transitions, tous les territoires sont en transition perpétuellement, donc c'est une évidence. Encore faut-il savoir vers où on se dirige, au-delà des perceptions individuelles, évidemment, de chacun. Moi, clairement, si on veut être objectif, c'est un territoire qui perd des habitants depuis les années 80. C'est un territoire qui a été dans la mono-industrie de l'ameublement, qui a été fortement impacté par des restructurations dans les années 80, 90, 2000. Aujourd'hui, on a encore quelques belles entreprises de l'ameublement présentes. Ce sont les meilleures qui sont restées, forcément. Et on s'appuie sur elles aussi pour voir l'avenir. On a des projets dans ce domaine, notamment le beau projet d'atelier bois partagé qui a été lancé cette année. C'est un tiers-lieu Comment ? C'est Hollywood. C'est Hollywood, voilà, c'est ça. Alors, Hollywood, c'est l'association qui gère le tiers-lieu. Maintenant, on a aussi une association d'insertion qui l'utilise aussi. Hein. Il y a plusieurs occupants, mais Hollywood, effectivement, est l'association qui intégrera donc tous les personnes qui voudront venir dans l'atelier. Ça a été fait principalement pour les jeunes étudiants du lycée des métiers d'art de Neufchâteau, qui viennent de la France entière pour se former sur les métiers de l'ameublement. Et aussi pour les étudiants du centre de formation des apprentis de l'IFOL-le-Grand, qui viennent aussi d'un peu partout. Et ces jeunes-là, donc ces jeunes majeurs, avaient besoin d'un lieu, effectivement, où ils puissent continuer à travailler les soirs, les week-ends, en dehors des heures de cours,
pour progresser. Et quelque part, nous aussi, on veut en faire un incubateur des talents et essayer de leur donner envie de rester sur le territoire plus tard pour créer, pourquoi pas, leur propre activité. Même si c'est un long chemin et que c'est compliqué, mais en tout cas, voilà, on a eu envie d'offrir cet outil qui, dans l'environnement local, n'existait pas et pour l'instant, qui rencontre un beau succès. On a mis dedans donc les quelques industriels avec qui on avait l'habitude de travailler. On a localement, je l'ai pas dit, mais une association qui regroupe tous les industriels de l'ameublement en Lorraine, qui est Made in Grand Est, et qui est située à Liffol-le-Grand et qui est également partenaire du projet. Bon voilà, on essaye d'amalgamer autour de ce projet-là pas mal d'initiatives. Donc clairement, vous avez cette filière aval bois ameublement pour laquelle vous avez à conduire sa transformation. Et est-ce que le mot transition, on va y revenir d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir, hein, on parlera un petit peu de ces filières. Est-ce que le mot transition évoque d'autres choses? Quand on parle de transition, singulier, pluriel, qu'est-ce que ça peut recouvrir pour vous? Alors, tout de suite, ce qui vient à l'esprit, c'est la transition énergétique et le changement climatique, donc enfin l'adaptation au changement climatique, évidemment. Donc ça, bon, je pense que tous les territoires sont en train de s'y préparer. Nous, on a la chance, je le disais, dans le cadre du plan climat-énergie, on a la chance d'avoir un territoire qui est propice à l'installation d'énergie renouvelable. Puisqu'on a de l'espace avec une densité faible. Alors c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi, mais donc on peut développer plein de choses et on a déjà, avant même d'avoir commencé entre guillemets notre plan, on a déjà une situation qui est extrêmement favorable en soi parce que depuis toujours on utilise une énergie renouvelable qui est très présente sur le territoire, c'est le bois. Le bois a un bilan carbone neutre, donc il est utilisé massivement par les gens du territoire pour se chauffer. C'est un droit issu de la Révolution française, donc ça c'est un atout évidemment. Et pour décarboner nos équipements, notre industrie, ça peut être aussi une solution. Alors, par exemple, dans l'ameublement, ils sont déjà décarbonés depuis toujours parce qu'ils se chauffent avec leur chute de bois. Donc là, il n'y a même pas de gain à faire. Ils ont déjà atteint la neutralité carbone depuis longtemps. Mais sur d'autres thématiques, d'autres industries, il y a des potentialités qui sont intéressantes, quoi. Donc on essaye aussi de travailler sur l'économie circulaire avec ce qu'on appelle l'économie industrielle territoriale, où les déchets des uns sont les matières premières des autres. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on commence à voir se profiler. Voilà, en transition, c'est ça. Après, transition, il y a aussi les transitions qui ont été un peu mis à l'honneur du fait de la crise du Covid. C'est le retour sur les territoires ruraux d'un certain nombre d'urbains alors c'est quelque chose qui existait déjà avant, mais qui a été un peu plus marqué par la crise du Covid, bien sûr. Alors, vous avez quelques indicateurs, des éléments qui vous permettent de sentir que voilà, il y a des choses qui se mettent en mouvement et qui se ressentent. Alors, le marché de l'immobilier a été est sur une pente ascendante depuis plusieurs années. Nous, on le voit avec les permis de construire, avec les ventes, puisqu'on a la vue sur toutes les ventes qui se passent sur le territoire. Ça n'arrête pas d'augmenter depuis des années et la crise du Covid a encore
nous a encore fait une augmentation importante. Alors, il faut faire attention. C'est pas forcément que des gens d'autres territoires qui sont venus sur le territoire qui sont à l'origine de ça. Pour les permis de construire, par exemple, on sait que les gens qui ne sont pas partis en vacances en 2020, etc., ont beaucoup investi dans leur mobilier, dans leur maison. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que les gens de l'ameublement sont très contents de cette crise, parce qu'ils ont bien vendu des salles de bain, des cuisines, etc. Mais voilà, il y a eu effectivement ce phénomène-là aussi. Après, des gens qui s'installent, nous, on a constaté, en tout cas statistiquement, qu'on avait depuis 2012-2013 un solde migratoire qui était négatif depuis les années 70-80, qui est repassé en positif. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'entrées que de sorties au niveau migratoire. Bon, malheureusement, le solde naturel, lui, est repassé dans le rouge alors qu'il était dans le vert avant. Mais en tout cas, ça veut dire que le solde migratoire s'améliore, ça veut dire que l'attractivité s'améliore et que voilà, il y a plus cette fuite vers les métropoles comme on les a connues avant. Donc ça c'est positif. Bon, maintenant il y a encore du chemin à faire et il y a il y a aussi pas mal de menaces qui pèsent sur nous, hein. Faut pas enjoliver le tableau, évidemment. Alors, vous disiez tout à l'heure, Bertrand, qu'en matière de transition, l'important, c'est de savoir où on va. Et quand on parle de transition, on peut parler d'aller d'un point A à un point B. Comment vous pourriez décrire là où vous allez? Peut-être caractériser un peu en quelques mots là où vous en êtes. Et puis, là où vous allez dans 5 ans, dans 10 ans. Comment vous pourriez voilà, définir où ce contexte finalement multiple, à enjeux multiples, à urgence multiple, vous entraîne compte tenu des caractéristiques de votre territoire. Vous partez d'où et vous allez vers où? On part d'un territoire dans les années 80 qui était un territoire industriel, mono-industriel et agricole. Voilà. Et on va vers un territoire qui, je l'espère, moi je suis pas Madame Irma, mais on va vers un territoire où, alors déjà la connexion avec l'économique est plus faible puisque on va, je pense, avoir avec tout ce qui est télétravail, tout ce qui est dématérialisation du travail à tous les niveaux, on va avoir potentiellement notre carte à jouer pour des populations qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de services d'une qualité de vie en général plus en adéquation avec leurs aspirations profondes, avec leurs principes. Donc ça veut dire moins de consommation dans tous les niveaux. Ça veut dire peut-être aussi une vie plus sobre. Voilà, donc on a potentiellement sur les territoires ruraux des potentialités par rapport à ça. En fait, le passage à la fibre aussi, on ne l'a pas dit, hein, mais rend tout cela possible, hein, puisqu'en 2023, tout le territoire sera fibré. Non, enfin, même fin 2022, même, c'est normalement. Donc ça, c'est aussi très positif, hein, ça nous met dans une perspective intéressante, là où on disait, je le disais encore pas très longtemps à une réunion avec les élus, hein, c'est que aujourd'hui les territoires ruraux en France en général sont en avance sur le déploiement de la fibre, puisque en fait on n'est pas soumis au bon vouloir des opérateurs.
c'est des réseaux d'initiatives publiques qui sont déployés en très peu de temps. Hein, nous, ça a pris 4 ans. Enfin, ça va prendre 4 ans, on est déjà à la 3e année. 4 ans pour fibrer 7 départements d'un coup, moins les grosses agglomérations, mais quand même pas mal. Là où on nous disait il y a 10 ans, mais vous n'aurez jamais la fibre parce que il n'y a pas assez de densité, c'est impossible de vous mettre la fibre à tous les habitants dans des régions peu denses, c'est impossible. Or, on s'aperçoit que c'est tout à fait possible et que, en fait, là où ça rame fort, c'est clairement le cas de le dire, c'est dans les grosses agglomérations je lisais un article assez intéressant, c'est qu'à Nantes, qui est une agglomération qui gagne énormément d'habitants, qui construit beaucoup de logements, et ben le déploiement de la fibre se fait moins vite que le nombre de nouveaux logements. Donc ça veut dire qu'en gros, à ce rythme-là, en 2033, ils y seront encore. Donc vous voyez, c'est complètement paradoxal. Donc en même temps que ce déploiement, on fait une des transitions, donc la transition numérique, mais parallèlement à ça, vous conduisez une transition des modes de vie avec une offre de services qui va plus vers des modes de vie intégrés à la nature, sobriété. Voilà, vous construisez aussi tant les services et l'aménagement qui cheminent vers cette transition des modes de vie. Oui, alors c'est pas aussi simple que de le dire comme ça en deux phrases. Hein. On a parfois aussi des conflits d'usage autour de la nature, comme partout. Voilà, la nature, elle n'était pas vierge. Enfin, elle n'était pas vierge. Elle était déjà entre guillemets un terrain de loisirs pour les personnes, pour les ruraux. Donc voilà, il y a parfois quelques frictions. Bon, moins qu'ailleurs, je pense, parce que encore une fois, chez nous, il y a de la place, quoi. Voilà, je discutais il y a pas très longtemps, enfin cette semaine même, avec un représentant de la fédération d'escalade qui habite en Alsace, qui me disait que là-bas, les conflits entre vététistes, randonneurs et chasseurs étaient très 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 durs. Nous, on a quelques problèmes, mais franchement, par rapport à chez eux, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que voilà, il y a une densité en Alsace qui est, voilà, tu as 200 habitants au kilomètre carré, chez nous on a 30, quoi, donc il y a de la place pour tout le monde, quoi. Ok, on retient cet élément de place. Alors Mathilde Corentin, est-ce qu'on a des choses à la fois sur la notion de transition ou des éléments d'étonnement à ce stade? Oui, alors on a une question, elle est un peu longue, je vais vous la lire. Le chauffage au bois est tout de même polluant si les chaudières ne sont pas performantes. Avez-vous des politiques de sensibilisation ou d'aide pour renouveler les chaudières bois ou installer des foyers permanents? Alors, ouais, on aide à l'installation effectivement de chaudières bois, essentiellement chaudières à pellet ou chaudières bois bûche avec chauffe-eau thermodynamique, enfin, etc. C'est effectivement important d'avoir une bonne combustion et d'avoir voilà, du bois qui est bien sec, etc. C'est plus compliqué que des tuyaux de gaz qui sont enterrés et qu'on voit pas et on allume et ça marche tout seul. C'est clair. Mais la transition énergétique, c'est ça aussi, hein. Moi, je disais l'autre jour, hein, on veut pas d'éoliennes, ok, mais on ne voit pas les derricks d'Arabie Saoudite ni les terminals gaziers de Sibérie, hein. Mais pourtant, c'est eux qui nous chauffent et qu'on utilise tous les jours, en fait. Mais ils sont loin de nous, loin de notre vue, donc on fait comme si ça n'existait pas. Et le problème, c'est que c'est des gaz à effet de serre importés faut absolument arrêter ce gâchis, quoi. Un autre élément d'étonnement? Oui, on en a plusieurs. On demande si les territoires ruraux sont en avance sur le développement de la fibre et que cela est une force d'attractivité. Est-ce que vous avez déjà ressenti cet avantage sur votre territoire? Alors,
Pas forcément, même s'il y a quelques bruits, mais ça reste des choses qui sont pas forcément objectives. Euh, il y a encore d'autres sujets, notamment la téléphonie mobile qui là pose problème. Dans certaines communes, on a encore des difficultés avec le téléphone mobile. Les zones grises, voire blanches, sont pas toutes résolues. On les résout petit à petit, mais là, c'est plus compliqué. Après, j'ai envie de dire, la fibre, ça rend possible effectivement peut-être des choses, mais il faut qu'on soit un peu plus communicant là-dessus, faut qu'on le fasse savoir et là-dessus, c'est vrai que on n'est pas forcément bon, mais j'ai envie de dire dans le Grand Est, on n'est pas forcément bon du tout sur notre communication, hein. Si, il y a les Hauts-de-France qui sont encore moins bons que nous, mais c'est tout, hein, c'est tout. C'est aussi en transition, cette Oui. politique de communication. Mathilde, un autre élément à partager à ce Oui, stade, un autre étonnement? oui, justement, pour rebondir encore sur ce territoire fibré, alors Mmh. on a une question qui demande s'il n'y aurait pas un paradoxe entre la vie sobre, donc, que vous avez évoquée à l'instant, et les territoires fibrés, justement. Non, moi je vois pas de paradoxe. Il faut bien, enfin la fibre, Alors, c'est notre connexion. Bertrand, on pourrait compléter ce que j'entends, moi, c'est qu'entre le déploiement de la fibre, le numérique, toute l'installation, les réseaux, Ouais. et puis cette transition des modes de vie, il y a la sobriété, mais il y a aussi le fait d'être plus proche de la nature, d'avoir une sensibilité particulière, cultiver une santé plus active, etc. Est-ce que vous, pour le moment, peut-être pas, mais est-ce que vous imaginez là qu'il y a peut-être quelque chose à gérer ou pas? Alors, moi je l'ai Si compris j'ai bien un peu compris. différemment peut-être. D'accord. Enfin, pour moi, Ok. la fibre, elle permet notamment de diminuer les gaz à effet de serre quand on n'est plus obligé de prendre sa voiture pour aller au travail. C'est quand même pas mal. Après, j'entends, c'est vrai que, enfin, c'est peut-être aussi le sens de la remarque, hein, tous nos objets numériques qui nous entourent et qui sont plein développement sont très énergivores. On est d'accord, hein. C'est tout le paradoxe, hein, mais toute la question est cette électricité qui est consommée par nos serveurs, par nos appareils, en veux-tu, en voilà. D'où elle vient, comment elle est produite, c'est la grosse question, hein. Effectivement, ça là-dessus, je peux pas trop, j'ai pas toutes les réponses. Nous, alors pour vous dire, si on a quand même deux parcs éoliens qui sont en activité depuis très longtemps déjà, enfin depuis une dizaine d'années, et on a des projets de parcs solaires dans des zones déjà anthropisées, donc sans prendre de l'espace naturel ou agricole, pour justement ne plus dépendre de cette électricité nucléaire. Mais bon, à mon avis, on D'accord. n'aura pas forcément le choix de nous, de nous en passer. Ok. Donc pour le moment, la question liée santé numérique n'apparaît pas encore sur votre territoire. Bon, la santé, nous, on préfère avoir des médecins en chair et en os, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On gère aussi des maisons de santé. Et là encore, on retombe dans la problématique de l'attractivité. Il faut qu'on arrive à être attractif pour des jeunes médecins. On vient d'en installer deux l'année dernière dans notre maison de santé de Châtenois. C'est pas été simple, mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Il y a des opportunités, hein, effectivement, mais il faut aussi que l'État nous aide, que la législation soit un peu plus facilitatrice là-dessus, quoi. Alors, on va pouvoir un petit peu avancer, puis se questionner ensemble sur votre territoire. Au fond, quels sont les grands milieux qui sont à la fois concernés et acteurs à vos côtés de ces questions de transition?
et quels sont les éléments d'enjeu que vous partagez, que vous êtes en train de partager sur ce chemin de la transition que vous nous avez brossé. Quels sont les grands secteurs? Alors, certainement, il y a un secteur, une filière industrielle qui se diversifie. Qu'est-ce qui se passe dans cette filière? En quoi ils sont acteurs auprès de vous ou au contraire voilà, comment ça se passe entre ces différents milieux de votre territoire et les grands enjeux qui sont aujourd'hui identifiés ou portés ou plus ou moins coportés? Alors, au niveau de l'industrie, vous voulez dire, hein, c'est ça? Bon, c'est un des milieux, il y en a Ouais. certainement d'autres avec les habitants, il y en a d'autres voilà, avec d'autres secteurs. On parlait, pourquoi pas le secteur associatif, le secteur de l'agriculture, par exemple. Voilà, quels sont les grands milieux qui sont sur votre territoire vraiment concernés, porteurs, acteurs de ces transitions? Et quels enjeux vous partagez avec eux? Clairement, effectivement, le secteur industriel sur le changement climatique, il est indispensable. Donc, on a commencé à travailler avec eux sur ça, mais c'est du cas par cas, c'est parfois très compliqué, même s'ils ont de bonne volonté et une politique RSE, comme ils disent, affichée. Techniquement, il y a parfois des problèmes techniques. Je vous donne un exemple, hein. Nous, on a une des plus grosses verreries d'Europe qui est sur notre territoire, qui produit du verre, donc des canettes de bière en gros, hein. Mais voilà, c'est des fours. Pour faire le verre, on a besoin de fours qui consomment énormément de gaz. Et sauf que pour passer à des fours à hydrogène, par exemple, qui seraient potentiellement l'avenir, il y a 20 ans de recherche et développement à faire pour y arriver. Voilà, c'est une donnée, on peut pas y couper, quoi, hein. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas un coup de baguette magique. Ça coûte des milliards de dollars et voilà, donc ça dépend pas que de nous, évidemment. Après, on peut être malin et se dire que en attendant ça, on peut aussi récupérer la chaleur de ces fours qui partent aujourd'hui dans le ciel et faire ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le UT, hein, le déchet comme la chaleur qui est fatale peut être récupéré et servir à un autre process industriel qui en bénéficie. Voilà, c'est une possibilité. Pour l'instant, c'est juste des idées, des contacts, mais il n'y a rien de concret. Après, on a aussi un industriel de régénérateur de plastique sur le territoire qui est lui, du coup, acteur depuis très longtemps de la transition. Puisqu'il s'occupe du recyclage. C'est un acteur important et on va essayer de travailler avec lui aussi sur son process pour diminuer son empreinte carbone, son impact sur l'eau, par exemple, aussi. Voilà, donc c'est des thématiques importantes. Avec l'agriculture, alors là, c'est un domaine où on n'a jamais été très légitime, hein, nous, les collectivités, parce que c'est quelque chose, enfin, c'est un domaine assez fermé, l'agriculture. Mais il va falloir qu'on s'y colle, entre guillemets, en nos partenaires comme l'État, l'agence de l'eau, nous y incitent fortement. Sur quels enjeux, Bertrand? Sur les enjeux, ne serait-ce que les enjeux zones humides, par exemple, qui sont évidemment très importantes. Sur des enjeux comme la polyculture élevage qui participe au maintien des prairies qui sont des puits de carbone, mais aussi
d'excellentes choses pour la qualité des eaux. Voilà, donc tout ça, c'est un tout, hein. Là, je passe allègrement du grand cycle de l'eau au climat, etc. Mais tout se recoupe finalement. Et puis derrière, nos filières agricoles, il ne faut pas oublier qu'il y a des industries agroalimentaires qui sont juste derrière. Donc c'est beaucoup d'emplois. Voilà, il ne faudrait pas effectivement qu'on ait un glissement vers vers des cultures céréalières, entre guillemets, pour aller vite, qui serait catastrophique à tous les niveaux. Voilà. Au niveau de l'emploi, au niveau de l'eau, au niveau climatique, c'est vraiment pas la bonne trajectoire. Donc, mais encore faut-il que les agriculteurs puissent bien travailler et être bien rémunérés de leur travail. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que effectivement, toutes ces questions, tous ces enjeux au niveau des transitions, que ce soit le numérique, l'énergie, certainement la santé, l'agriculture, la façon de se nourrir, tout ça était lié et qui avait peut-être intérêt à décloisonner. Quels sont les principaux leviers que vous utilisez pour conduire ça avec les acteurs des différents milieux? Quels sont vos principaux leviers? Quelles sont les ressources ou les appuis clés que vous utilisez? Par exemple, est-ce que le plan climat est pour vous un outil qui vous aide à ouvrir le dialogue, à décloisonner, à travailler des solutions? Est-ce qu'il y a d'autres leviers? Oui, bien sûr, le plan climat, clairement, vis-à-vis des industriels, c'est notre port d'entrée. Alors, on dialogue avec eux depuis toujours, hein, mais de toute façon, ils sont également soumis aux taxes carbone, etc. Donc, ils ont déjà, eux, à l'interne, leur propre consigne de travailler là-dessus. Simplement, voilà, quand vous travaillez avec une entreprise, donc la Verrerie, dont le siège est à Chicago, les gens qui sont directeurs de site, ils changent tous les 3-4 ans, ils viennent du monde entier, et finalement, vous connaissez le territoire, et ils ont besoin de travailler avec des gens du territoire. Donc, on a notre légitimité à travailler avec eux là-dessus. Après, clairement, les solutions techniques, c'est eux qui les connaissent. Nous, on n'est pas du métier, on ne va pas leur apprendre à faire du verre, quoi, hein, mais ils ont besoin de nous pour appréhender leur environnement. Voilà. Vous êtes facteur de lien et Bien de sûr. mise en lien, circulation sur le territoire. Ouais, clairement. Okay. Et quels sont, selon vous, par rapport à ce chemin-là vers ce que vous nous avez dressé comme portrait de où vous voyez que votre territoire va avec ces leviers, ce levier ou ces leviers des transitions, quelles sont les principales ressources ou les pépites que vous avez dans votre territoire pour faciliter un peu ce chemin des transitions? Une pépite, je sais pas. On a, oui, effectivement, on a le plan climat, on essaye de travailler un programme alimentaire territorial, par exemple, avec les agriculteurs, enfin les producteurs, et de les mettre en relation avec tout ce qui est restauration, notamment en restauration collective, pour aider les agriculteurs à trouver des débouchés localement. Donc voilà, c'est un exemple, par exemple. Je disais tout à l'heure qu'on va travailler sur le UT à l'échelle du PETR, donc ça c'est aussi un bon exemple. Voilà, après, je parlais tout à l'heure du projet Atelier Bois Partagé à Hollywood, c'est un autre exemple. Quoi dire encore? Je sais plus. Le PLUI sur la thématique foncière et agricole est évidemment très important. On est en train de finaliser notre PLUI, c'est bien compliqué. Donc là, on parle d'éviter et de réduire notre consommation d'espaces naturels et agricoles, hein, évidemment.
Voilà, c'est ça. Voilà, je sais pas si. Je sais pas si. Est-ce que par exemple, ce chemin-là des transitions vous amène à bousculer un peu le rôle, la place, les pratiques bien sûr, mais la manière dont la collectivité, vous l'avez dit tout à l'heure, se situe par rapport aux acteurs du territoire privé-public, voire à d'autres territoires. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans le domaine de la collaboration, alors entre la collectivité et les acteurs, vous en parliez tout à l'heure, peut-être avec d'autres collectivités, peut-être avec des publics qui s'intéressent à votre territoire. Comment la collectivité est en train d'évoluer dans sa façon, entre guillemets, de faire territoire, de faire gouvernance? Alors tout ça ne se passe pas dans le monde des bisounours, hein. Quand je parlais du PLUI et de la sobriété en matière d'espace, etc., c'est compliqué, hein. Localement, attention, hein, on n'est pas tous en train de dire que ça se passe bien et que tout le monde est d'accord là-dessus, hein. Il y a de grosses réticences, autant sur le climat, etc., ça fait consensus, il n'y a pas de problème. Voilà, on n'a pas trop de difficultés. La biodiversité, je parlais tout à l'heure, voilà, la GEMAPI, tout ça, c'est quelque chose qui est. Mais bon, voilà, là où on touche le foncier, là où on touche, c'est déjà, voilà, il y a déjà des grosses, des grosses réticences et c'est pas simple. Donc nous, y compris en interne, hein, je veux dire, hein, la Comcom, c'est un espace de gouvernance ouvert où voilà, on a toutes les sensibilités qui sont représentées. Un président d'une communauté de communes ou d'une métropole, il doit faire consensus sur tous les sujets et quand il voit que ça coince, il va pas forcer le passage parce que c'est contre-productif et après ça bloquerait tout le reste. Donc il faut trouver des consensus, avoir du dialogue, de la pédagogie. C'est pas simple. On est aidé par les services de l'État, mais parfois on trouve qu'ils sont un peu trop too much, comme on dit. Donc voilà, c'est l'art du compromis, la discussion. C'est très très long, ça prend du temps. Mais bon, c'est indispensable. Alors c'est vrai que du coup, ces engagements, ces plans, ces contrats avec tous nos partenaires nous prend beaucoup de temps et derrière, c'est autant de temps qu'on n'a pas pour développer nos projets. C'est un peu le bémol, hein. J'ai pas dit aussi, on travaille aussi sur un plan de mobilité, hein, parce que mobilité en milieu rural, c'est un gros enjeu. Donc voilà, c'est beaucoup de travail en amont et voilà, parfois c'est un peu compliqué de mettre tout ça en musique et de retrouver une cohérence globale, quoi. Ok, donc on voit bien, ça c'est un vrai défi, un vrai challenge pour les collectivités sur cette question des multi-espaces de planification Mm. et ce temps des projets autour des transitions. On va peut-être, Mathilde Corentin, passer à des éléments sur les rapports d'étonnement et peut-être en profiter pour poser une question voilà, à tous les participants. Peut-être peuvent-ils nous dire en quoi ils verraient des collaborations intéressantes avec le territoire, en quoi eux peut-être seraient intéressés à collaborer, sur quoi ils auront envie de collaborer avec le territoire. C'est peut-être aussi de répondre à cette question. Alors, en même temps qu'on pose cette question, Mathilde, est-ce que vous pouvez nous partager des éléments d'étonnement? Oui. Alors, on a une question sur les associations sur le territoire et l'éducation populaire comme acteur de la transition. Alors, comment se situe justement l'éducation et les associations au niveau des transitions sur votre territoire? Alors, bah, on a un peu comme partout des associations.
dans tous les domaines, évidemment. Nous, on les associe essentiellement dans le domaine culturel, sportif, où on travaille beaucoup avec elles. Après, sur la thématique des transitions, on va avoir sur les associations environnementales, je parlais de l'OANA tout à l'heure, qui en est une. Voilà, les associations de pêche, pardon, en sont d'autres. Donc c'est un réflexe qu'on a maintenant. On s'appuie beaucoup sur ces associations-là. À plein de niveaux. Je donne un exemple, hein, les chemins de randonnée, par exemple, sont gérés, balisés, entretenus par le club vosgien avec 250 bénévoles, enfin 250 marcheurs, ils sont pas tous bénévoles pour faire le balisage, hein, évidemment, mais ce serait trop beau. Donc ça, c'est un super partenariat parce que pour nous, c'est gagnant-gagnant, quoi, hein. Voilà, on essaye de travailler avec les activités, avec les associations sportives sur l'accueil et le sport pour les enfants, parce que c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Donc on essaye de soutenir énormément les associations dans leurs projets de club, dans les équipements aussi que l'on a et que l'on gère. On essaye parfois de créer de nouvelles activités et d'inciter à la création de nouveaux clubs, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui fait à la fois sens au point de vue de l'attractivité, mais aussi au point de vue éducation populaire dont vous parliez. Au niveau artistique, on a depuis très longtemps un contrat d'éducation artistique avec l'État et le département. Donc on a des ateliers de pratique artistique qui sont soutenus au niveau primaire, collège, lycée. Et voilà, avec un temps fort sur Dorémy en mai tous les ans. Voilà, après, et on a aussi des partenariats au niveau social avec Emmaüs. On vient d'ouvrir une boutique Emmaüs en centre-ville, là, qui est très intéressante. C'est un nouveau concept de boutique avec des objets relookés, détournés, voilà, avec un travail de création qui est mis en avant. Voilà, il y a d'autres associations dans le domaine social. Enfin, bon, voilà, on travaille avec le monde associatif énormément à peu près tous les domaines, quoi. C'est quelque chose qui est très, qui est C'est presque intéressant normal. d'ailleurs. On voit Emmaüs collaborer potentiellement avec l'atelier Hollywood. Voilà, il y a des choses qui peuvent être un peu inspirantes et originales. D'autres éléments, Mathilde? Questions, étonnements? Oui, on a quelqu'un qui demande si vous avez déjà fait appel à un consultant ou un spécialiste dans la transition des entreprises ou collectivités ou autres. Donc, c'est resté plutôt La transition interne. énergétique, c'est ça? La transition, oui, ou la transition Non, de manière d'un générale. secteur, d'une filière. Ouais, c'est de manière générale. Il y a écrit la transition. Et alors les consultants, je vais pas être très gentil avec eux. Je suis désolé. Ouais, on a, il y a pas forcément, ou alors soit le sujet est vraiment bien circonscrit et clair, et à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant. Mais ouais, sur les filières, etc., bon. Je suis assez sceptique, moi. On fait beaucoup appel aux consultants, mais il ne faut pas demander aux consultants d'avoir des idées à votre place, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Le consultant, il est là pour accompagner, pour mettre éventuellement en évidence des choses, pour faire parler, pour faire rencontrer, pour faire émerger. Mais il va pas vous trouver la solution miracle
comme ça à chaque fois qu'il fait une étude. Ce serait trop beau, quoi. Bon, d'ailleurs, un bon consultant, il faut tout de suite qu'il dise au début de l'étude que c'est pas lui qui fait l'étude, c'est le client qui fait l'étude. Hein. C'est lui, il est juste là pour mettre en forme, en musique et faire apparaître des choses sous-jacentes, pardon, qui doivent se révéler. Alors, à mon avis, c'est mon avis personnel. Hein, moi, voilà. Non, mais c'est intéressant, merci de le formuler. Je pense que ça peut inspirer ceux qui souhaiteraient s'orienter vers ce type de métier également, au-delà peut-être de jeunes professionnels dans le domaine. Autre étonnement, question Mathilde? Non, on arrive au bout là des derniers étonnements. Oh, bah alors, d'accord, bien. je suis étonné de cette. Mais c'est pas fini parce que voilà, on a posé aussi cette question sur les collaborations et peut-être les idées, propositions sur des chemins de collaboration. Alors, moi j'aimerais bien, il nous reste une quinzaine de minutes, on va dire ça comme ça, venir à quelques défis qui apparaissent sur ce chemin de vos transitions. Ça permettra d'ailleurs de compléter pour nos publics, de compléter à la fois leur rapport d'étonnement et puis de répondre à cette question sur la collaboration. Vous avez évoqué d'entrée de jeu que votre territoire, qui était un territoire de mono-industrie, s'est fortement diversifié. On parlait de l'agroalimentaire, du verre. Je sais aussi qu'il y a aussi une filière méthanisation qui se met en place. Il y a aussi des pratiques agricoles nouvelles ou horticoles, aquaponie, etc. Et en même temps que se diversifient vos filières, vous cheminez aussi, en tout cas vous l'évoquiez tout à l'heure, dans une transformation de l'image et de l'identité pour à la fois garder des populations plus jeunes, attirer des populations créatives. Comment vous allez résoudre ce défi? Comment entre diversité où on ne peut plus dire allez, Neuchâteau, c'est Comcom, le bois, l'ameublement, la création, c'est beaucoup plus diversifié. Comment vous allez recréer cette image, cette identité du territoire? Vers quoi aussi là vous allez cheminer? Est-ce qu'il y a des choses qui se travaillent et comment? Bah, après, c'est toute une affaire plutôt de communication, j'allais dire. Hein, les bons communicants, on parlerait de, voilà, de storytelling. Il faut pas mentir, mais il faut pas non plus enjoliver. Et puis, il faut coller effectivement aux attentes et effectivement attirer. Alors nous, notre cible, entre guillemets, c'est effectivement la famille avec des enfants en bas âge, etc. Parce qu'on sait très bien que les étudiants qui arrivent à 80% au bac vont faire leurs études supérieures dans les villes. Donc là, ils sont très contents, mais après, bon, une fois qu'ils se marient, ils se marient plus d'ailleurs. Enfin, ils peuvent se marier, ils font comme ils veulent, mais une fois qu'ils ont, qu'ils sont en famille avec des enfants, la vie est tout de suite plus compliquée. Le foncier coûte cher, tu passes un temps fou dans la bagnole. Il y a parfois des problèmes d'insécurité, c'est cher de faire des activités, c'est cher, etc., etc. Et en plus, tu as la pollution, tu as tout ça. Donc voilà, nous, notre histoire, elle est peut-être de dire, voilà, nous, on est plutôt dans un espace, dans un cadre de vie tranquille. Tu peux travailler juste à côté de là où tu habites. Tu as des activités. Tes enfants sont pas dans les cases d'échappement et tu peux voilà, tu peux faire des activités sympas sans te ruiner non plus. Bon, voilà, c'est une qualité de vie. Je sais pas, ouais, c'est. Moi, ce que Je j'entends, je Bertrand, pense c'est que qu'on a notre carte à jouer. Après, donc, j'ai les pieds sur terre. Hein, on est dans le Grand Est. On n'est pas la destination favorite des Parisiens, loin s'en faut. Hein,
Eux, il leur faut du soleil, il leur faut de la mer, la montagne. Donc, chez nous, il n'y a pas ça, Il n'en mais demeure, limite, c'est il pas n'en plus mal. demeure pas moins, Bertrand, en vous écoutant, excusez-moi, mais ça va au-delà de la communication, là, ce défi. Vous nous parlez quand même d'une Non, mais c'est la vraie réalité, je veux dire, politique. c'est pas du vent, voilà, moi je trouve que c'est ça aussi, notre Non, territoire. ce que j'entendais dans votre propos depuis le début, c'est qu'au-delà de communiquer, qui est une des dimensions importantes que vous soulignez, c'est quand même une convergence de vos politiques publiques vers un art de vivre qui est un art entre culture, nature et offre et territoire de production un peu renouvelé, un peu plus ancré, intégré à toutes ces questions de transition, et que c'est une vraie politique publique autour de cet art de vivre, des services et du cadre de Oui, vie. il faut être cohérent, c'est sûr. Non, mais Voilà. c'est évident. Si vous prenez quelque chose et puis vous faites l'inverse par derrière, ça va se voir au bout d'un moment. Et en plus, moi je crois que euh, un plan climat, etc., ce genre de choses, le PAT, on parlait du projet alimentaire territorial, c'est aussi des outils de communication quelque part. Faut les voir comme ça. C'est pas que des outils de planification très rébarbatifs pour les technocrates. Il faut les vulgariser. Il faut s'en servir comme un outil de communication. Voilà, pour dire, bah, nous De aussi, on est communication. dans la transition. Parce que les gens ont besoin Voilà. d'avoir du sens. Moi, je crois, enfin, j'espère que on peut attirer des gens sans leur vendre du rêve, mais en leur disant que bah, ils auront peut-être ici une vie plus en adéquation, comme je disais tout à l'heure, avec leurs aspirations profondes. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber dans un endroit où tout le monde sera d'accord avec ça, hein. Attention, faut être clair, hein. Quand vous arrivez avec des idées euh, très marquées sur ces questions-là, des fois on vous regarde un peu avec des et toc toc, celui-là, c'est quoi de ce turluberlu? Donc, mais ça sera Donc, jamais vous commencez à agressif. sentir et à travailler cette question de lien, de maillage, d'intégration entre des populations qui progressivement vont avoir des logiques, des cultures, des centres d'intérêt, des modes de vie qui vont peut-être diverger. Vous préparez ou vous commencez à gérer ça? Ouais, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Par exemple, au niveau des espaces naturels, effectivement, il y a quelques frictions, mais ça reste très marginal. Après, moi, je pense que les gens sont capables de vivre les uns à côté des autres sans se taper dessus parce qu'ils sont pas d'accord. Mais voilà, il y a le respect, entre guillemets, ben voilà, de ce que fait l'autre, c'est son affaire. Mais non, je vois pas de contradiction. Simplement, voilà, faut pas fantasmer entre guillemets. C'est pas toujours plus vert ailleurs, quoi. Enfin, je peux me permettre Ok, ainsi. malgré les stats. Je vais revenir sur un autre point, plus de détails. On a parlé un petit peu de l'atelier Hollywood, de votre filière industrielle, et vous évoquiez que l'atelier Hollywood était ce tiers-lieu qui était une réponse finalement à des jeunes qui avaient envie d'un espace pour s'exprimer, peut-être favoriser la création, en tout cas attirer des jeunes talents, leur offrir la possibilité voilà, de déployer leur art. Et en même temps, vous avez un tissu industriel, cet aval de filière, qui est aussi en renouvellement, en transformation, et qui a certainement besoin de jeunes talents. Est-ce que il risque pas d'y avoir des tensions, des frictions et comment vous les avez anticipés? Comment vous travaillez cette dimension-là voilà. Ouais. Oui, 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 c'est pas si simple. Alors, je vais vous raconter je pense un bon exemple est toujours mieux qu'un bon discours. On a toujours d'ailleurs dans notre association une patronne d'une boîte qui est dans l'ameublement.
Un jour, elle me dit, je suis pas contente à Hollywood là, je sais pas ce qu'on avait dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a une de mes employées qui m'a donné sa dème parce qu'elle veut créer sa boîte toute seule avec Hollywood. Bah, je lui dis, bah ouais, c'est bien. C'est ce qu'on voulait. Je lui dis, ouais, mais moi, comment je fais maintenant? J'ai du mal à recruter, tu comprends? Si on fait ça et que ça nous déplume, nous, entreprise, c'est pas le but, etc. Mais je lui dis, enfin, voilà, j'ai essayé de la convaincre et je pense que on va réussir à la conserver dans notre projet. Je lui dis d'abord une chose, le travail salarié comme on le connaissait auparavant, c'est fini. Les jeunes, ils veulent plus passer 40 ans dans la même boîte. Et donc ça, il faut se faire à l'idée. Deuxièmement, plutôt que de lui claquer la porte, on dit bah dégage, je ne veux plus te voir, proposez-lui plutôt une transition où tu lui donnes du boulot parce qu'elle veut se lancer, bah, qu'à cela ne tienne, faut la prendre enfin, faut lui dire, bah ok, mais à ce moment-là, le statut de salarié, tu passes à un statut de prestataire, et elle pourra toujours continuer à travailler pour toi. Alors voilà, c'est des petites choses. Il faut voir les choses différemment. Après, moi, c'est facile hein, dans ma position de DGS, à la limite, elle avait certainement besoin de cette nana-là tout de suite pour faire un chantier, et donc elle voyait qu'elle n'allait pas pouvoir honorer. Enfin, ouais, c'était une, un besoin et une réaction à chaud de quelqu'un, d'une chef d'entreprise qui a des difficultés à recruter en permanence et qui donc elle n'est dans le guidon, fait des semaines à 70 heures, 80 heures, et donc moi j'arrive avec ma gueule enfarinée en lui disant que c'est pas grave, mais bon, c'est quand même pas grave. Voilà, il faut aussi prendre en compte ces nouvelles aspirations et, et en faire une force, tout simplement. C'est un peu c'est un peu ce que j'essaie de lui dire. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que ce type de tension vous permet de réinventer aussi avec les entreprises locales finalement une relation peut-être un peu nouvelle avec des jeunes compétences qui aspirent à des choses voilà, qu'ils n'avaient pas l'habitude de gérer. Alors, Ouais, mais dernière, c'est quelque chose qui est sous-jacent un peu partout, hein. Vous savez, les auto-entreprises ont vraiment changé complètement la donne hein, là-dessus. Alors quand elles sont pas subies, hein, évidemment, hein, j'entends parce que des auto-entrepreneurs qui font ça par obligation parce qu'on n'a pas voulu les garder sous un statut salarié, ça ne devrait pas exister. Mais quand c'est une aspiration personnelle et que c'est un projet, ça correspond à un projet personnel, bah je trouve ça pas mal. Mais attention, c'est compliqué, c'est dur et tous ne réussissent pas. Hein. Et en tout cas, faut bosser derrière. Hein. Alors, dernier point sur lequel j'aimerais bien vous exprimer avant qu'on revienne aux réponses du public et à leur rapport d'étonnement. Vous parliez tout à l'heure concernant les transitions, et on va revenir au Sillon-Lorrain, peut-être du rôle des métropoles qui ont certes une puissance de déploiement, qui ont une force d'ingénierie pour accompagner les choses, et en même temps, vous témoignez que des territoires comme les vôtres ont une agilité, ont des sujets, ont des espaces de démonstration pour ces transitions. Qu'est-ce que cette observation-là, ce constat que vous faites, vous inspire sur les formes de collaboration possibles et imaginables dans le cadre du Sillon-Lorrain? Bah, oui. Sur ces questions des transitions, Jean, par exemple. Ouais, tout à fait. Bah, la forme de coopération qui est en train de voir le jour entre les territoires comme les nôtres et les territoires métropolitains, c'est les fameux contrats de réciprocité. Après, bon, pour l'instant, il n'y en a pas en Lorraine, enfin, à ma connaissance, c'est que Strasbourg qui l'a mis en place.
avec Saint-Dié et la vallée de la Bruche, je crois. Donc ça, c'est des formes de coopération intéressantes qui remettent un peu à plat les rôles. Voilà, il n'y a pas une métropole qui dicte sa loi, entre guillemets. Il y a pas, on n'est pas non plus dupe, hein. C'est parce qu'ils le veulent que ça existe, mais voilà, je trouve ça intéressant. Moi, en tout cas, c'est une nouvelle forme de coopération qui je l'espère, va déboucher sur des choses et qui va progresser et qui va s'étendre un peu partout, quoi. Ok, merci beaucoup. Alors, Mathilde, est-ce qu'on a des éléments de réponse à la question ou des éléments d'étonnement? Oui, alors on a une question un peu pointue niveau médecine. Alors, je ne sais pas si Bertrand Je suis pas médecin, pourrait y répondre, mais on nous demande sur quel point vous attendez plus de souplesse dans la législation, pardon, et pourquoi écarter la télémédecine. Alors je pense que c'est avant quand on parlait santé. Ouais, c'est quelque chose un peu plus lointain, Ouais. ouais. Alors, moi, j'attendais pas forcément plus de souplesse sur la législation. Moi, je pense il faut avoir, comme pour les pharmacies, d'ailleurs, il y a un projet de loi qui a été déposé là-dessus. Il faut avoir faut imposer, voilà, comme on le fait pour les internes, à la fin des études, un petit passage par la médecine rurale en libéral pour éviter effectivement que tout le monde ne s'implante dans les grandes villes et déserte les zones rurales ou les zones périurbaines ou périphériques, notamment les banlieues, qui connaissent exactement le même problème de désertification médicale que les territoires ruraux. Voilà, donc ça existe pour les infirmières. Il faut savoir que quand elles font des études d'infirmière, après elles doivent un certain nombre d'années à l'hôpital qui les a formées. Ça existe pour les pharmacies où il y a des quotas en fonction du nombre d'habitants. Voilà. Après, alors ça peut être conditionné simplement au conventionnement, hein. C'est pas obligé d'imposer à tout le monde. Celui qui veut pas, il peut très bien ne pas être conventionné. C'est son rôle. Mais bon, voilà, moi je pense qu'il faut aller vers ça parce que sinon, on va avoir des gros soucis, hein. Mais encore une fois, après, c'est mon avis personnel, hein. Moi, je suis pas. C'est pas moi qui fais la loi, hein, mais bon, le problème, c'est que Non, mais l'Assemblée c'est nationale, il y a important beaucoup de médecins, alors c'est compliqué. voilà. C'est important d'avoir une vision d'un DGS qui est aussi citoyen. Un autre élément, Mathilde? Alors, la télémédecine, j'ai pas répondu sur la Ah, télémédecine. oui, tout à fait. Ça reste pour l'instant assez. Assez. Bon, c'est embryonnaire. Pour l'instant, chez nous, ça n'existe pas trop. Je connais quelques territoires qui l'ont expérimenté. Voilà, ce qui m'embête, c'est voilà, les gens, ils aiment bien quand même avoir un médecin de famille, un médecin avec des relations humaines. Faut bien, enfin voilà, ça peut être utile pour vraiment des questions de spécialistes, etc. Mais nous, ce qui nous manque, c'est des médecins généralistes. Donc, et là, pour les médecins généralistes, je trouve que voilà, le lien humain, physique est quand même très important. Ok. Alors, Mathilde? j'avais oublié de dire, on a un contrat local de santé aussi, hein, au titre Oui. des contrats. Oui, alors Mathilde. pour rebondir, yes, sur la question que vous avez posée avant aux participants sur comment aimeriez-vous collaborer avec la Comcom, on a eu quelques réponses, notamment sur des projets de co-construction et de sensibilisation des acteurs. Donc, comment aider la Comcom à sensibiliser ces acteurs. On a eu une réponse au niveau de la gestion de la forêt, de chantiers participatifs, et puis de nouveau, espace collaboratif, démarche Living Lab. Donc voilà, on est grosso modo sur de la co-construction et de la collaboration avec les acteurs. D'accord. Au niveau de la collaboration avec la Comcom. Merci. On a fait le tour des questions. Oui. Alors,
On est pile poil à l'heure, hein. Là, vous voyez, pour cette première maquette, on est pile poil à l'heure. Moi, ce que je souhaiterais, Bertrand, en vous remerciant par avance d'avoir accordé cette heure et demie et échangé. Je remercie aussi les participants qui ont échangé en live. Bien évidemment, tous ceux qui vont voir cet échange en replay sans pouvoir y participer. Mais déjà dire qu'on va mettre en forme ce qui a été exprimé, produit comme élément de données. Et je remercie Mathilde et Corentin pour ce travail. Peut-être, plutôt que de faire une conclusion et un message conclusif, Bertrand, qu'est-ce que vous pourriez faire comme proposition d'ouverture face à ces publics, que ce soit des publics d'étudiants, de chercheurs, de jeunes professionnels qui, par ces moments et ce type d'atelier ou le replay sur cet atelier, voilà, découvrent ou redécouvrent ce territoire. Qu'est-ce que vous auriez envie d'exprimer dans cette dimension plutôt d'ouverture que de conclusion? J'ai envie de leur dire, venez découvrir notre territoire, et puis si on s'entend bien, peut-être que vous y resterez, je ne sais pas. Encore une fois, je ne veux pas vendre du rêve, etc. Je ne suis pas en mesure de le faire. Mais voilà, les territoires ruraux, pour entre guillemets conclure, peut-être c'est pas des territoires, je pense, qui ont été un peu oubliés, mais qui ont leur carte à jouer dans les 15, 20, 30 ans à venir, et on voit déjà des signes qui sont très positifs et qu'on ne voyait pas avant. Donc voilà, moi je pense que je suis assez optimiste. Je suis peut-être optimiste de nature, mais je pense qu'on est bien placé. Encore une fois, par rapport à toutes ces transitions-là, je pense qu'on n'a pas à rougir, et que voilà, il y a du chemin à faire, évidemment, rien n'est acquis, mais voilà, moi je suis plutôt raisonnablement optimiste, on va dire. Encore merci Bertrand Nicolas pour cet échange. Merci à chacun Merci et à à vous. chacune pour cet échange. Merci à Mathilde et Corentin. Et avec votre autorisation, on mettra à disposition vos coordonnées pour tous ceux qui voudraient continuer ou prendre contact avec vous. Voilà, ça va apparaître en guise de générique de fin. Très bien. Merci encore, belle soirée à tous. Et merci à vous. Voilà, on est tous Vosgiens ce soir. Ok, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.